C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur Block? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ce type d'entreprise ici, il me semble également qu'elle se rémunère par rapport au volume de transactions. Enfin, pas quand je dis il me semble, il faut aller vérifier ça ici. Et si c'est le cas, combien est-ce qu'elle charge par transaction en moyenne? Ce serait important d'aller regarder à ce niveau-là. OK? Donc, on va aller regarder ça. On va regarder les chiffres ici assez rapidement. Alors, revenu croissant. Très bien. Marge brute stable ou croissante? Nous avons une marge brute. Voilà. Est-ce que je pourrais dire qu'on est stable ici après avoir connu un 40% en 2019? Donc, je dirais qu'ici, il faudrait faire attention à la marge brute actuelle. Mais toujours comparé avec les marges EBITDA. Vous constatez que les marges EBITDA, ce n'est pas trop ça pour le moment. Donc, c'est encore une compagnie en pleine croissance. Et quand on a des marges EBITDA comme ça, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de free cash flow positif. Donc, ça, clairement, il y a de fortes chances qu'on ait du stock-based compensation. Donc, clairement, ici, on a payé des employés avec des actions. Ce qui est une dilution. Or, c'est marqué ici, l'entreprise ici mentionne que ce sont des économies, mais non, c'est une dilution. Donc, on a payé près d'un milliard cette période-ci. On a pris exactement, c'est ça, 1 milliard en 2023. Or, on a des free cash flow de moins 50 millions. Si vous enlevez le 1 milliard en question, on a des free cash flow inférieurs à 1 milliard. Donc, techniquement, on aura besoin de quoi pour s'autofinancer? L'autofinancement ici, c'est au moins avoir les bénéfices opérationnels moins le CAPEX égal à zéro. Quand je dis égal à zéro, d'accord? Donc, tout ce qu'on a en bénéfices opérationnels, on le consomme en CAPEX. C'est là qu'on peut s'autofinancer. Donc, tout ce qui est supérieur, tant mieux. Si, on a si après la dépense en capital, enfin, quand je vais vous le montrer ici, parfois c'est mieux quand c'est visible. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, Income Testament. Excusez-moi. Donc, quand on parle d'autofinancement ici, je cherche à peu près, c'est pas le Income Testament, c'est le Testament of Cash Flow. On va le mettre comme ça. Où est-ce que je le trouve? Balance sheet, cash flow testament. OK. Donc, il est là. OK. Net income, 0. Quand on prend tous ces éléments, si on arrive au cash flow opérationnel, ici, par exemple, l'entreprise vous mentionne qu'on a un cash flow opérationnel ici aux alentours de, voilà, une centaine de millions en 2024. Une centaine de millions. OK. Donc, dans cette centaine de millions-là, on consomme en dépenses en capital aux alentours de 150 millions. Mais ce n'est pas tout. Dans le 150 millions en question, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on enlève? Non. On consomme en moyenne 150 millions par là, moins les investissements. Donc ça c'est du cash qu'on a présentement dans les caisses ici. Donc on consomme en moyenne 150 millions. Mais je vous ai dit qu'on a un stock-based compensation de 1 milliard et poussière. Donc ce montant-ci doit être déduit de cette somme. Il faut reconstruire les états financiers de cette compagnie. Et vous avez toujours parlé d'un livre créatif, cash flow. Alors, si vous me demandez quelle est la partie la plus importante d'un bilan financier, moi je préfère regarder le cash flow. C'est le créative cash flow. Créative cash flow. C'est un livre. Donc, d'accord. Oh, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Creative Cash Flow. Je ne savais pas. Voilà. Il ressemble à ça. C'est celui-ci. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les cash flows, lisez ce livre. D'accord? Très, très important. Lisez ce livre. D'accord? So, on revient ici sur notre entreprise Block, anciennement Square. Elle n'a pas de free cash flow. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne vaut rien? Non, pas forcément. Donc, on va devoir l'étudier ici en passant par la valeur d'entreprise sur le revenu et en la comparant à des entreprises dans son secteur d'activité. Ici, le secteur d'activité, c'est quoi? On le marque ici. C'est Financial Services. OK. Donc, je viens là, aux États-Unis. Ça, c'est sur Guru Focus. Je viens ici sur Financial Service. Quel type de Financial Service on a? Est-ce que c'est Credit, Asset Management, Capital Market, Diversified Financial Service? Et là, c'est la grosse question. Si je mets en Diversified Financial Service, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que ça apparaît ici? Voya, Riley? Non, je veux surtout que le nom de l'entreprise apparaisse ici.
Capital Market, non, il ne semble pas que ce soit Capital Market. Euh, je cherche, sinon je pourrais mettre juste Square à ce niveau, bloc. Aller regarder à ce niveau où est-ce que, selon Guru Focus, qu'est-ce que il nous mentionne par rapport à l'industrie. Dans quelle industrie on est. Quand on parle d'industrie ici, ils l'ont mis dans quelle industrie? Software. C'est quand même un peu gros comme software, ok? Donc, on va aller regarder comment on appelle ça? Je vais la comparer à PayPal, parce que je sais qu'elles font à peu près la même chose. Bon, on me demande l'abonnement ici. Bon, on s'en fout. Je ne prendrai pas d'abonnement ici. Ok, c'est pas grave non plus. Donc, ici, on revient, on va mettre PayPal. PYPL. Ce sont des entités qui font à peu près. PayPal est classé ou dans les Financial Services également. Visa va être classé où? Je ne dis pas qu'ils font la même chose, mais ce sont des transactions Financial Services. Donc, je vais rechercher le Financial Service ici avec Guru Focus. On va retourner à cette partie. OK. Voilà. Où est-ce qu'ils avaient mis ceci? Consumer, cyclical. On va retrouver l'information ici. Donnez-moi juste un... J'ai pas juste envie de prendre un service financier quelconque ici parce que si je me trompe, ça va être très chaud. Dans le sens où, quand vous allez comparer ici la médiane, par exemple, au niveau des banques, valeur d'entreprise sur le revenu est très... C'est même quelque chose qu'il ne faut même pas faire. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, il faut vraiment trouver le bon secteur d'activité et aller comparer un tout petit peu. Sinon, à défaut, je prendrai ici je prendrai juste la moyenne du secteur, la moyenne par rapport à une compagnie comme PayPal, qui est sous-évaluée quantitativement, et j'irai l'appliquer sur Square. D'accord? Donc ici, je ne trouve pas, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je ne vais pas passer du temps à aller regarder. On a déjà passé trop de temps ici à vérifier cette information-là. Donc, vous savez ce qu'il vous reste. Si vous voulez, vous pouvez passer par l'entité, par Guru Focus. Donc, nous, on va l'utiliser sur PayPal directement. Valeur d'entreprise sur le revenu. Parce que PayPal est sous-évalué. Elle a eu tendance à être assez correctement évaluée dans le passé. D'accord? Donc, PYPL, enfin, mis à part quelques périodes ici où on a été clairement, voilà, vous voyez? Donc, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est ici, je prends le price to sales de PayPal. OK? En moyenne, c'est 6 fois le revenu. OK? 6 fois le revenu. Donc, sans dette, bien sûr. Et quand je passe maintenant sur Square, le revenu de Square en date d'aujourd'hui est de combien? Quand on regarde Square. Son revenu en date d'aujourd'hui, on le compare ici. C'est beaucoup de guesstimations, hein. Donc faites attention. Soit vous prenez les marges, soit vous prenez les multiples ici appliqués sur le revenu, à la marge brute ou bien à l'EBITDA. Or, l'EBITDA n'est pas encore assez consistant parce que l'entreprise n'a pas encore atteint son niveau de rentabilité optimale. Donc, on peut utiliser la valeur d'entreprise sur le revenu. Et j'utilise la valeur d'entreprise sur le revenu d'une entreprise qui a déjà eu approuvé par le passé, qu'elle était solvable, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends PayPal. Parce que si je prends Visa a tendance à se négocier à des multiples valorisations très élevées. Ça ne veut pas dire qu'elle est surévaluée ni quoi que ce soit. Non, on a déjà parlé de Visa ici en profondeur. Donc, si on prend Visa, on aura 12 fois. Donc, je préfère prendre 6 fois donc, les revenus par rapport à PayPal. OK? Donc, si je prends 6 fois les revenus et que je retourne sur Square ici, on le prend là. Revenu ici. Voilà. Donc, on s'attend à du 49 $ ici l'action. 49 $ l'action en termes de... Excusez-moi. 49 $ de revenus par action d'ici 2026. OK. Donc, je mets déjà un tout petit peu de croissance à ce niveau. À 6 fois les revenus, on s'attend à 294 $. Mais attention, la dette. Il faut enlever la dette. Est-ce qu'on a de la dette ici? Non. On a même du cash net. Donc, dans un environnement optimiste, je dis bien dans un environnement optimiste, Block pourrait s'échanger aux alentours de 294 $. OK? Mais 294 $ sous-entend que nous avons à peu près le même niveau de marge bénéficiaire que PayPal.
Oui, parce que les marges bénéficiaires affectent vous ne pouvez pas comparer. Imaginez une entreprise qui exerce ici dans le segment de la distribution, comment on appelle ça? Au niveau des grocery stores qui ont tendance ici, voilà, un concurrent de PayPal. Excuse-moi, un concurrent de Walmart. Walmart a tendance à s'échanger à des multiples de valorisation aux alentours par rapport aux revenus, de 0,5 fois les revenus. 0,5 fois les revenus. Tout simplement parce qu'elle a des marges très peu élevées. Les marges de Walmart sont rikiki. C'est pour ça que vous avez ce multiple-ci. Or, si je compare une entreprise dans ce secteur d'activité, et que je prends Walmart, je devrais me rassurer qu'elles ont à peu près le même niveau de marge. La profitabilité est la même, que ce soit au niveau des marges brutes, qu'on ait à peu près quelque chose de similaire. Parce que si j'ai une entreprise qui a 3 fois plus de marge en moyenne que Walmart, je ne peux pas utiliser ce ratio-ci. Parce que si je l'utilise, ça sous-évalue grandement l'entité en question. La même chose ici vaut pour le contraire de notre raisonnement. D'accord? Si c'est une entité qui a des marges moins élevées ou 2 fois moins élevées que PayPal, que Walmart, faites attention à ne pas utiliser le même méthode de valorisation. C'est pour ça que la méthode, utiliser la valorisation par rapport au comparable ici, c'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut prendre quelque chose ici dans le temps en se basant essentiellement ici sur les entités qui pourraient avoir la même structure de coût. Donc pour Block, je dirais, valeur d'entreprise sur le revenu, on a un chiffre très élevé, 3 fois, 2 fois, je pense qu'on a 3 fois plus élevé que le chiffre actuel. Donc, si elle s'échange ici à 6 fois les revenus, on aura à peu près, par rapport aux revenus attendus à cette période-là, on aura à peu près un prix aux alentours de 294 $. Mais si elle s'échange à peu près à la moyenne qu'elle a connue dans le passé par rapport à ses propres revenus ici, d'accord, ça sera 224 $. L'un ou l'autre, ici, on a une entité qui est sous-évaluée. Maintenant, il va falloir qu'elle s'autofinance. Parce que si elle ne s'autofinance pas, la dette pourrait augmenter. Si elle ne s'autofinance pas, le nombre d'actions pourrait continuer à augmenter. Et si le nombre d'actions augmente alors que le revenu n'augmente pas, on aura tendance à avoir un multiple de valorisation moins élevé. On aura tendance à avoir moins que 49 $ dans les années à venir. D'accord? Actuellement, vous voyez que le nombre d'actions augmente. Même si on n'a pas de dette nette en date d'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas besoin d'énormément d'argent pour s'autofinancer. C'est également ça qui est bien. OK? Donc, la dette nette en date d'aujourd'hui est de 174 millions d'éboutis. Donc, c'est une entité ici qui a les moyens de payer à peu près sa dépense en capital pour l'année à venir, peut-être même s'endetter en supplément ici. Dans tous les cas de figure, pour le moment, Block pourrait être intéressant quantitativement. Je dis bien, ça pourrait être intéressant quantitativement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y investir présentement. Il faut aller vérifier. Qu'est-ce que le management s'attend à quoi en termes de marge en période de stabilité, donc en période ici d'efficience, entre parenthèses, quand elle aura atteint ici sa vitesse de croisière, on s'attend à des marges de combien? C'est très important. En tout cas, on reste à peu près, on va suivre la compagnie sans plus, donc je vais la mettre dans ma watchlist ici, mais juste pour le suivi, ça ne sera pas une entité qui va m'intéresser en date d'aujourd'hui, parce que entre aujourd'hui et la rentabilité, beaucoup de choses pourraient arriver et je n'ai pas envie de me retrouver dans une entreprise à la PayPal. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je ne voulais pas faire plus de 5 minutes sur cette vidéo-ci. Mais j'espère que les informations que j'ai données ici vont pouvoir vous aider. Même si on n'a pas pu trouver l'information sur Guru Focus, ce n'est pas plus grave que ça. Vous savez à peu près que ça existe et vous devez aller fouiller par là et qu'est-ce que vous devez aller rechercher. OK? Ce n'est que mon point de vue. Vous avez vu que sur Guru Focus, on la classe dans le segment des softwares. C'est un peu gros à mon avis. OK? Shopify, Square, Intuit. On va la classer au niveau des softwares ici et pour moi, c'est un peu délicat. Et si on la classe même au niveau des softwares, vu qu'on est là, par rapport au revenu price to sales, on va s'attendre ici à une moyenne de 2,42, la médiane. Exagérons un tout petit peu, revenons. 49 $, multiplié par 2,42, on arrive à 118 $. Donc, qu'importe notre raisonnement ici, que ce soit le multiple de valorisation moyenne par rapport à PayPal, d'accord, que ce soit le multiple de valorisation moyen par rapport à Square elle-même, par rapport à son passif, et que ce soit le multiple de valorisation moyen ici par rapport au segment des softwares, selon Guru Focus, l'entité est sous-évaluée. Je pencherai plus pour ce segment-ci parce que c'est le moins de 10 ans. Maintenant, si on a plus que ça, tant mieux. Dans tous les cas de figure, on ne paye pas un gros prix. La valorisation ne semble pas être exagérée en date d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous d'une chose,
Le segment des softwares a tendance à avoir des multiples de EBITDA, des marges brutes assez élevées quand même. Donc, il faut faire attention également à ces niveaux-là. Donc, même si les operating margins sont moins élevés ici, ça reste des entités de croissance. Bref, creuser un tout petit peu plus sur cette compagnie-là. En tout cas, ce que moi j'ai vu ici, voilà, ça me laisse... je ne dirais pas que c'est mauvais, c'est assez correct. Donc, tout va dépendre de la rentabilité en période d'efficience. On va le dire comme ça. Merci.